Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder une méthode qui s'appelle la répartition du capital pour tenter de gagner en bourse. On va définir ce que c'est que cette approche. On va regarder comment procéder pour la mettre en œuvre. Et on prendra des exemples concrets. Donc avant toute chose, comme d'habitude, les sociétés que j'évoque ici ne sont pas des conseils d'achat ou de vente. Ici, je ne donne que mes avis qui peuvent à la fois changer et je peux aussi me tromper. Alors la méthode répartition du capital, donc c'est quoi? Donc c'est une méthode qui est peu connue par les particuliers. Moi, je la pratique depuis une petite vingtaine d'années, tout simplement parce qu'on me l'a montré. Derrière, j'ai déployé mon expérience et je souhaite en fait, à travers cette vidéo, vous en faire part. Donc cette méthode consiste à savoir, pour telle société cotée, qui détient le capital, quelle quantité est détenue, quel est le prix de revient, quels sont les intérêts des majoritaires. Donc mes cibles en termes de sociétés cotées sont très souvent des petites capitalisations, car elles sont comme toujours simples à comprendre, mais aussi souvent sous gestion et contrôle familial. Et il y a peu d'investisseurs qui les suivent. Je fais cependant deux remarques. La première, c'est on est encore ici dans une recherche de tri dans les myriades d'informations que l'on a. Donc c'est un travail de fourmi. Et on est sur des temps longs, entre guillemets, de plusieurs mois à plusieurs années, dans les suivis que vous allez mettre en place. Alors, quel est l'objectif de cette stratégie? Donc il y en a deux, en fait. Il y a deux façons de tirer des profits de cette approche. Donc la première, c'est on vise une plus-value via un tour de table dans le contrôle de la société cotée. Donc ça peut être ce qui s'appelle une OPA, une OPRA, OPR, OPRO. Donc il faut donc rentrer, essayer de rentrer pour pas trop cher, comme toujours, idéalement lors des cracks ou de paniques particulières sur le titre. Ou une deuxième façon, c'est de viser des flux via des dividendes conséquents qui seront versés. Là, on est sur une logique de flux. Comme je l'ai déjà évoqué dans une vidéo, ça n'enrichit pas strictement l'actionnaire, les dividendes. Je vous remets ici cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir pour ceux qui veulent approfondir pourquoi le dividende, ça n'enrichit pas strictement l'actionnaire. Mais ici, dans l'objectif de cette stratégie, on peut avoir une logique de flux. On veut récupérer du cash et éventuellement l'allouer à d'autres endroits. Alors comment procéder? Donc il va falloir faire des recherches. Donc la première, elle va être sur la répartition du capital. Donc là, en source, on a les rapports annuels qui donnent une photo à date de clôture des comptes sur qui détient quoi. Après, tout au fil de l'eau, on va surveiller les déclarations des franchissements de seuil dans la montée dans le capital. Je rappelle qu'il y a 11 seuils dans les marchés réglementés et que 2 seuils sur les marchés non réglementés. On va surveiller aussi les rachats d'actions par la société ou par les dirigeants. Donc tout ça, c'est sur le site AMF. On va regarder aussi s'il existe un pacte d'actionnaires avec options d'achat et de vente, voir s'il y a des valorisations qui ont été émises et quelle est la durée du pacte. Donc ça, c'est aussi sur le site AMF qu'on peut trouver des pactes actionnaires. On va surveiller l'âge du dirigeant actionnaire avec éventuellement une reprise de la boîte par les enfants. Est-ce qu'il va partir en retraite? Qui va reprendre? On va regarder aussi s'il existe une holding de contrôle. On va chercher des infos sur cette holding. Donc pour cela, je rappelle, il y a aussi les greffes des tribunaux, il y a les comptes qui sont déposés pour les holdings non cotés. Et on a aussi les sites, des sites internet qui vendent ces informations. Alors comment procéder? Donc il va falloir se former, formez-vous. Il va falloir apprendre les règles AMF sur les OPA, OPR, etc., qui sont dispo sur le site AMF, puisque vous allez rentrer dans cette logique de je joue un tour de table dans la détention du capital avec les différents seuils et obligations associées. Tout ça, il y a des règles et c'est décrit dans ce qui s'appelle le livre 2 du règlement général AMF, donc disponible là aussi sur le site AMF. Bien connaître les règles vous permet de mieux appréhender les différents scénarios possibles, donc le devenir de telle ou telle société. Alors je prends un exemple. Je prends la société Assystem. Donc le fondateur dirigeant qui s'appelle Dominique Louis, il a 69 ans.
Et donc au 31 décembre 2019, il contrôlait la société à hauteur de 58% du capital et bien plus en droit de vote. Il a fait 2 opérations au cours du temps pour se renforcer. Donc en 2013, il a fait une OPA à 20 euros. En 2017, il a fait 9 publics de rachat à 37 euros. Et puis sa holding a racheté en 0,5% du capital pendant le crack de mars, avec un prix unitaire de 20,5 euros. Ça, pareil, c'est sur le site AMF. Ici, il y a le petit tableau de suivi perso que je fais, où on voit les différents cours qu'il a achetés. Donc ici, on a les prix, puis là, c'était pendant le crack Covid. Et puis ici, vous avez la forme du cours du groupe Assystem, avec ici les années. Donc en gros, il a fait une opération dans ces eaux-là, il a fait une autre opération dans ces eaux-là. Il s'est renforcé à peu près à ce prix-là. Ici, pour 0,5%, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Après, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi un tour de table dans le contrôle de la propre holding de Dominique Louis. Donc si on regarde le rapport annuel qui donne cette information, au 31 décembre 2018, on avait ceci. Ça, c'est la société cotée. Donc en dessous, vous avez les filiales, etc. Et au-dessus, tout ce qui est non coté, vous avez, la structure juridique qui contrôle la société cotée, Monsieur Dominique Louis. Donc ici, il y avait donc sa holding qui s'appelle HDL Développement, qui détenait 61% du capital de Assystem. Mais cette holding, elle était partagée à la fois par Dominique Louis, qui la contrôlait par cette branche-là, qui la contrôle aussi avec ses managers par cette branche-là, mais aussi par un fonds d'investissement qui s'appelle le groupe Tikeo, qui avait 26% de la holding. Et il s'est passé qu'au mois de décembre, en fait, Tikeo a vendu ses parts HDL à HDL Développement, ce qui fait qu'ici, Tikeo qui était là, ici on ne le retrouve plus, et Tikeo s'est retrouvé à reprendre 4,2% du capital d'Assystem. Donc conclusion, on regarde avant et après. En après, ce qui se passe, c'est que Dominique Louis s'est renforcé dans le contrôle de sa holding HDL Développement, puisque maintenant il la contrôle entièrement avec manager et associés ou encore des autres holdings à lui. Il n'y a plus un fonds d'investissement qui venait prendre 26%, comme c'était le cas en 2018. Donc ma thèse sur Assystem, Dominique Louis se renforce au fil du temps, bon ça c'est un fait. Maintenant il contrôle avec ses managers 100% de la holding HDL Développement, bon ça c'est un fait aussi. Alors après en supposition, à 69 ans, il prépare sa succession, c'est pour ça qu'il s'est renforcé au fur et à mesure que le temps avançait et que là il a exclu un fonds de sa holding. Et avec le crack et les incertitudes, la valorisation de marché me semble intéressante. Bien qu'il y ait des risques dans ce dossier, puisqu'il est sur une industrie à risque qui est le nucléaire, mais aussi sur de l'ingénierie de secteurs qui sont fortement impactés par la crise Covid, que sont l'automobile et l'aéronautique. Je prends maintenant un deuxième exemple qui est le groupe SAMC. Donc SAMC, c'est un groupe d'une société qui est centenaire, qui est contrôlée par plusieurs familles via une holding qui s'appelle Dumont Investissement. Voici la structure juridique simplifiée du groupe au 31 décembre 2019. Donc vous aviez ici la société SAMC qui est cotée avec ici ses filiales, enfin ses branches. Il y avait 22% du flottant en fait de SAMC qui était coté. 56% étaient détenus donc par Dumont Investissement, qui est la holding de contrôle. Et puis il y avait 21% qui étaient détenus par BME France. Et la société holding était elle-même détenue par donc de la famille, des salariés et divers. Et en février 2020, il y a eu un tour de table dans le capital de SAMC. La nouvelle structure juridique au 28 février est devenue donc celle-ci. On constate que BME, en fin de compte, n'apparaît plus puisque BME est sorti de SAMC et c'est Dumont Investissement qui a racheté les 21,1%. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve au 28 février 2020 avec Dumont qui s'est renforcé avec 77% du capital. Et puis au-dessus, on voit qu'apparaît deux nouvelles structures qui sont des partenaires financiers et des partenaires groupes qui ont pris donc du capital donc Dumont Investissement, et on voit que côté famille, on est passé de 61% à 52%, salariés aussi et divers aussi.
Alors, en grattant un peu, on s'est rendu compte que pour racheter les 21% de BME dans SAMC, en fait, Dumont s'est endetté à hauteur de 80 millions d'euros. Donc ça, c'est une info qui était disponible sur le site AMF, il fallait gratter un peu. Mais lorsqu'on prend cette déclaration donc disponible, hein, vous pouvez la consulter hein, sur le site AMF, vous regardez en fin de compte qu'ici, il est clairement écrit que dans le cadre du contrat de prêt qui a été conclu le 24 janvier 2020, il y a un pool bancaire qui a mis à disposition de Dumont Investissement un prêt de 80 millions le 26 février 2020. Voilà, donc face à ça, derrière, ils ont fait du nantissement de titres, un grand classique lorsqu'on a un emprunt. Donc en fait, on se retrouve avec une société Dumont qui a donc une dette de 80 millions pour pouvoir prendre les 21% de BME. Et que s'est-il passé le 29 juin 2020 ? En fin de compte, j'ai remis ici les dividendes payés par SAMC donc aux actionnaires, dont la holding Dumont Investissement. On se retrouve qu'il y a un plus gros coupon que d'habitude, l'équivalent de 3 années de coupon facile, qui ont été remontés en fin de compte en juin 2020. Donc tout ça pour dire que quand on regarde le timing, février, en fin de compte, il y a un tour de table qui se fait. Il y a Dumont qui s'emprunte à hauteur de 80 millions d'euros. Et puis donc en juin, il y a du cash qui remonte aux actionnaires, dont la société Dumont. Donc ça veut dire que en termes de rendement par rapport au cours, j'ai remis ici l'historique du titre SAMC. Donc en 1, on a le crack qui est arrivé sur les petites valeurs en décembre 2018. Après ici, cette phase en fait de remontée, c'est parce que le marché savait qu'il y avait un pacte d'actionnaires avec la société, en fin de compte, BME qui devait sortir. Et puis arrive derrière, en fin de compte, le crack Covid, avec ici en 2 le point bas qui est descendu en dessous de 105 même euros. Donc lorsqu'on regarde les informations qui étaient disponibles, notamment la dette de 80 millions, le tour de table annoncé sur le capital de SAMC et le coupon de 8 euros qui est proposé en assemblée générale, le cours était à peu près à 115 euros. Donc les actionnaires qui ont pu rentrer, en fait, ont profité au mois de juin d'un versement équivaut à un rendement de 7%. Concernant la pérennité du dividende, parce que c'est bien beau d'avoir des gros dividendes, mais est-ce que la boîte elle est en capacité ? Donc premièrement, en fin de compte, il y a des bons cash flows liés au business de la société. Donc la société elle pourrait largement encore verser des dividendes à hauteur de 8 euros dans les années à venir. Mais en fin de compte, la boîte elle est centenaire. Et ça, en particularité, c'est que les boîtes qui sont centenaires, elles ont probablement beaucoup de foncier. Et selon le rapport financier de 2019, vous avez 4 pages qui détaillent clairement le foncier de la société SAMC. Donc ça, c'est issu de toutes les acquisitions qu'il y a eu depuis 100 ans, avec en fin de compte beaucoup de terrains qui sont venus s'accumuler en fin de compte dans la société, quoi. Et il y a un topo dans le rapport financier annuel qui explique ceci. Conformément à la norme donc, qui s'appelle IFRS 5, donc le groupe il a présenté des actifs destinés à être cédés sur une ligne distincte de l'état de la situation financière. Donc il s'agit de 5 ensembles immobiliers dont la vente se réalisera à court terme. Donc là, il est clairement mis en fin de compte dans le rapport financier annuel qu'il va y avoir des cessions d'actifs immobiliers qui d'un point de vue comptable ont même été séparés pour être conformes aux normes. Donc ma thèse sur le groupe SAMC, c'est que la holding Dumont, elle est endettée, on l'a vu, il y a 80 millions. Il y a du cash qui doit remonter de SAMC vers Dumont pour rembourser la dette. La preuve, dès le mois de juin, ils ont remonté un dividende qui est équivalent de 3 années de dividende classique. Et SAMC a beaucoup de foncier dont la valeur de marché n'est pas dans les comptes. Donc SAMC va très probablement dans le futur utiliser ses cash flows plus vendre du foncier pour remonter des dividendes. Autre point que je voulais évoquer, c'est les OPA que j'ai mis dites foirées. Donc l'idée, c'est de lister toutes les OPA passées qui n'ont pas abouti à un retrait de cote. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actionnaires majoritaires qui ont lancé une offre publique d'achat sur une société en vue d'en acquérir la majorité ou tout l'ensemble du capital et de sortir la société de la bourse. Et pour autant, l'OPA n'a pas permis la sortie de la cote. Donc actuellement, moi j'ai fait les comptes, il y a à peu près 40 dossiers qui traînent. Là, qui sont donc, j'irais, avec un flottant qui est beaucoup plus faible. Donc l'idée, c'est de pister les comptes de ces 40 dossiers depuis l'OPA et voir s'il y a de la création de valeur.
Et on vise alors une seconde OPA par le même initiateur à un prix qui serait probablement à minima au même prix que le prix initial fait il y a quelque temps. Après, cette méthode, elle a plusieurs risques. Donc déjà, premier, attention, les titres post-OPA sont parfois devenus très peu liquides. Donc pour rentrer et sortir, c'est parfois compliqué. Deuxième risque, c'est qu'il n'y a rien qui garantit l'arrivée d'une seconde OPA. Donc est-ce qu'elle évolue par le majoritaire? Est-ce que le majoritaire n'a pas d'autres priorités à horizon 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et rien ne garantit le niveau de la seconde OPA. Est-ce que le prix se fera inférieur ou supérieur au cours de la première OPA? Ça, on ne sait pas. Ça sera à l'analyse de la valeur de la société qui pourra éventuellement donner une réponse. Donc en conclusion, dans cette méthode, on cherche quels sont les intérêts des majoritaires et on essaie d'en tirer profit. Il faut bien connaître les règles des marchés OPA, OPR, etc. pour diminuer la probabilité de faire des erreurs. Et cette méthode demande du travail, de la recherche et du suivi dans le temps. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette méthode un peu exotique vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la barre de commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!